Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui va être animé par moi-même et Dorian. Comme vous le savez, vous avez votre petit chat à droite pour nous poser des questions, nous dire bonjour et nous dire surtout si vous nous entendez bien. Aujourd'hui, on va présenter pas vraiment un cas, mais plutôt des principes de prise en charge par rapport à un mal perforant plantaire. Je vais laisser juste Dorian se présenter en 2 mots pour ceux qui ne le connaissent pas, mais à mon avis, tout le monde le connaît. Et on va passer ensuite à la présentation. Okay. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Dorian, je suis podologue à Châteauroux. Ça fait 3 ans que j'utilise la solution. Et donc, voilà, comme l'a dit Maxime, aujourd'hui, on va parler du mal perforant plantaire. On va faire un petit peu comme la dernière fois sur les spondylos, rappel un petit peu de la physiopathologie. Et puis après, à la fin, une présentation d'un cas clinique sur une lésion de la première tête métatarsienne parce que c'était une demande qui avait été faite. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce cas spécifique là. Donc, ouais, c'est parti. C'est parti. Si tu veux. Voilà. Donc, au niveau de la problématique du pied diabétique, en fait, d'une manière globale, tout découle de l'altération de la microcirculation. Donc, c'est-à-dire les capillaires sanguins qui sont lésés. Alors, ça touchera pas que les membres inférieurs, hein, c'est également responsable des rétinopathies diabétiques, des atteintes rénales, entre autres. Et en fait, cette microcirculation, ces capillaires, c'est eux qui viennent vasculariser l'ensemble de nos tissus. Et la neuropathie diabétique, d'une manière générale, est liée à cette altération de la microcirculation. Le nerf est moins bien irrigué, donc derrière, il vient s'abîmer. Donc, les nerfs les plus touchés, ce sont les nerfs les plus longs. C'est pour ça que nous, en tant que podologue, le pied diabétique, la neuropathie touche essentiellement le pied parce que c'est là où on a vraiment les nerfs les plus longs. Et donc, cette neuropathie diabétique, derrière, elle vient engendrer une altération de la proprioception et quand on a une neuropathie sévère, une perte du signal d'alerte. Alors, ce signal d'alerte, c'est quoi? C'est quand on marche, on a tous une phase d'amorti naturelle. Hein, normalement, quand on marche, on n'impacte pas de manière brutale le pied au sol. Le pied vient se freiner automatiquement pour avoir une prise d'appui et propulser. Chez le diabétique, c'est pas rare de retrouver vraiment un pas qui appuie très fortement parce qu'il n'a pas ce système d'amorti naturel. Donc ça, c'est des choses qui à terme créent des microtraumatismes, donc des petites lésions, des petits hématomes qui s'aggravent en hématomes plus importants et voire qui peuvent évoluer en mal perforant plantaire. Et de même, nous qui sentons bien au niveau des pieds, si demain on a un gravillon, un grain de sable ou quoi que ce soit dans notre chaussure, on va alors au mieux on va s'arrêter, on va le retirer de la chaussure pour être soulagé, ou sinon on va adapter notre démarche, on va boiter un petit peu pour essayer d'éviter cet appui-là. Le diabétique ne le sentira pas du tout, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui à terme va créer une lésion au niveau de son pied. Alors, il y a tout ce qui est problème également d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, les AOMI. Alors, ça, c'est pas lié à la micro-circulation, hein, c'est la macro-circulation. C'est un facteur qui va être associé et qui va être également aggravant. Et notamment, dans la classification du pied diabétique, on sait que on passe un cap supérieur avec des AOMI. Donc, ça se détecte en prenant les pouls distaux d'une manière systématique. Ça, c'est vraiment important de le faire, le pouls tibial postérieur et le pouls pédieux. Après, en consultation spécialisée, on va avoir les indices de pression systolique ou la TCPO2 qui vont également affiner ce diagnostic-là ou le confirmer. Voilà, il y a également dans le risque du pied diabétique tout ce qui va être déformation. Donc, il y a le fameux pied cubique de Charcot qui est vraiment spécifique du diabétique et heureusement, on n'en voit pas non plus tous les jours, mais d'une manière générale, on va avoir tout ce qui est griffe d'orteil, qu'elle soit liée à une neuropathie diabétique qui va nous créer une hypertonie des releveurs et donc une mise en griffe des orteils ou tout simplement des griffes d'orteil qui étaient là avant le diabète et qui vont constituer un facteur de risque parce que le patient devient diabétique et donc va perdre justement ce signal d'alerte de la douleur notamment. Il y a également le pied creux neurologique qui peut être associé aux neuropathies diabétiques, donc avec un pied qui va vraiment se creuser, l'hallux qui va se mettre en griffe. La neuropathie peut s'évaluer par le test monofilament, oui, bien sûr. Monofilament, diapason. Il y a les neuroestésiomètres aussi, donc c'est plutôt utiliser les neuroestésiomètres en milieu hospitalier ou en consultation diabétique. L'avantage, c'est que ça nous donne une valeur chiffrée. Nous, au monofilament, on va dire, bon, bah, il y a une perte de 2 points sur 5, par exemple.
le neuroesthésiomètre, il va nous dire à partir de telle fréquence vibratoire, on a une perte de la sensibilité et on peut voir un patient se dégrader. Alors que le monofilament, il va dire c'est oui ou c'est non, quoi. Je sens ou je sens pas, c'est pas un petit peu ou quoi que ce soit. Voilà, et voilà les outils qui sont effectivement intéressants pour la neuropathie. Donc ouais, et donc les griffes d'orteil, le pied chroneurologique, pardon, donc avec l'hallux qui se met en griffe, donc qui peut créer un conflit dorsal ou un conflit pulpaire. Et on a également une altération de l'état trophique, donc de l'état cutané. La neuropathie, l'altération des microcirculations, pardon, favorise l'axérose cutanée. Et puis il y a également tout ce qui va être hyperkératose, qu'elle soit plantaire ou dorsale, par rapport justement à un hyperappui qui va être lié à une déformation du pied, notamment, et puis tout simplement, la sécheresse cutanée fait perdre l'élasticité de la peau. Donc, si la peau est moins élastique, elle résiste moins bien aux contraintes, et donc forcément, elle est plus à même de développer soit des hyperkératoses ou des lésions de type plaie. Et donc, voilà, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont à risque de plaie diabétique, et il faut vraiment différencier le pied qui va être fermé et le pied qui va être ouvert et sur lequel il faut venir agir de manière différente. Une exérose, c'est la peau sèche, c'est pour faire bien. Voilà, donc on peut passer à la diapo d'après. Donc voilà, ce qui est important également, c'est de faire attention aux surfaces portantes. En fait, plus la surface d'appui est élevée, et moins on va avoir de zones d'hyperpression. C'est de la physique, hein. Plus les appuis sont diffusés et moins ils seront importants. Donc c'est pour ça que les troubles de la statique du pied sont vraiment importants. Alors il y a le pied chroneurologique qui lui va localiser les appuis au niveau du talon, au niveau de l'avant-pied, premier rayon et pulpe de l'orteil. Donc ça va vraiment concentrer ces appuis-là. Mais tout simplement, voilà, une palette métatarsienne des griffes d'orteil qui ne va pas appuyer de manière homogène. On va surcharger certaines têtes qui ne sont pas faites pour. Le capiton plantaire va s'altérer, ça on en parlera un petit peu après. Mais ça, c'est vraiment, voilà, étudier la surface portante des pieds, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Il y a l'indice MM qui a été mis en place sur les plateformes de chez Medicapteur. Alors l'indice MM, ça retranscrit l'étude de Armstrong, qui je le connais pas, mais visiblement c'est une des pointures en diabéto et en plaie du pied diabétique dans le monde. Et donc cet indice, il calcule quoi? Il calcule le rapport de pression entre l'arrière-pied et l'avant-pied, de pression maximale. En fait, ils disent dans l'étude que si la pression de l'avant-pied, la pression maximale de l'avant-pied est supérieure à 2 fois la pression maximale de l'arrière-pied, on est sûr à 100% que le patient, s'il est diabétique, un jour, ça va s'ouvrir, ça va faire un mal perforant. Donc, c'est un outil qui est prédictif et qui est vraiment puissant. Ils sont en train de développer une autre mise à jour en fait sur leur plateforme qui en plus nous localise avec précision les zones à risque d'ouverture. Et donc ça va être intéressant sur le pied qui est ouvert, oui, pour éviter que ça s'ouvre ailleurs, mais surtout sur le pied qui est fermé pour éviter que derrière on ait un mal perforant. Donc c'est vraiment un outil puissant et important dans la prévention du risque diabétique. Et donc les zones, ouais. Sans faire de la pub, c'est qu'un outil qui existe aujourd'hui chez les plateformes Medicapteur ou tu peux l'avoir sur un M-Cube, sur d'autres types de plateformes? Pour le moment, c'est que chez Medicapteur, mais j'ai eu Medicapteur au téléphone et il me disait, apparemment, ça sera développé à terme sur d'autres plateformes. L'étude, c'est pas une étude financée par Medicapteur, donc elle est ouverte à tout le monde. C'est juste que Medicapteur a commencé à l'intégrer et donc je pense que les autres fournisseurs, petit à petit sur leur mise à jour, ils vont également le mettre en place. Et puis Medicapteur, ils fournissent aussi beaucoup ils fournissent leur marque, mais le matériel, ils le fournissent pour beaucoup d'autres marques. Je crois que les plateformes SIDAS, c'est du Medicapteur notamment. Et donc, tout à fait, Capron aussi. Capron aussi, voilà. Et donc, je pense que ces marques-là aussi vont bénéficier de l'expertise de Medicapteur. Voilà, et donc, ouais, l'intégrale pression fois durée. Donc, ça, c'est un mode sur Medicapteur qui doit exister sur d'autres plateformes. Je peux pas confirmer pour les autres plateformes parce que je travaille en Medicapteur et je n'ai jamais utilisé d'autres marques. Mais en fait, c'est un outil qui permet de coupler la durée d'appui et les zones de pression. Et donc, c'est avec cet outil-là qu'on peut voir quelles zones précisément il faut décharger. Et c'est un outil qui s'utilise uniquement en dynamique. Alors, pour ceux qui ont la WinTrack, la piste de marche, il faut convertir les empreintes en dynamique classique. Et ceux qui ont une WinPod, une plateforme classique, bon, ben là, sur une analyse dynamique standard, on a la fonction qui se met en place tout de suite.
Voilà, donc ça c'est justement l'outil que propose Medicapteur. Et donc sur l'image de gauche, en fait voilà, c'est le carré vert qu'on voit dans l'image noire. Donc soit il est vert, soit il est rouge. Quand il est rouge, c'est que l'indice MM est supérieur à 2. Donc effectivement qu'on a un rapport de pression maximal entre l'arrière-pied et l'avant-pied qui est 2 fois plus important sur l'avant-pied que sur l'arrière-pied. Et donc, l'image de droite, c'est justement cette intégrale durée et pression. Donc, on voit les zones qui s'allument en jaune. Ça, c'est les zones qui sont à risque d'ouverture, à risque de plaie chez un patient diabétique. Et donc là, vraiment, on localise de manière très simple que ça va être la pulpe de la nuque d'une manière bilatérale. Et au niveau du côté droit, on va voir que c'est au niveau de la deuxième tête métatarsienne qu'on a une zone à risque. Donc, c'est vrai que c'est, d'une part, pour le patient, c'est parlant. Et pour nous, c'est très visuel, quoi. Là-dessus, il suffit de regarder où est-ce qu'il y a un risque et derrière de faire un appareillage en conséquence pour éviter d'avoir un patient qui va avoir des complications. Ce qui est intéressant également de noter, c'est on voit mieux sur l'image de gauche, c'est l'asymétrie au niveau des surfaces portantes. Donc, on voit qu'on a un pied gauche qui va avoir une surface portante plus élevée. On a une bande externe qui appuie, alors qu'elle est complètement absente au niveau du pied droit. Au niveau de la pression de la surface d'appui, Maxime, tu peux me lire, s'il te plaît, sur le pied gauche et sur le pied droit? Oui, alors sur le pied droit, sur le pied gauche, pardon, je vais commencer. On est à 2600 en pression max. Et en pression moyenne, on est aux alentours de 1500. Et 2500, ça s'équivaut un peu sur le pied droit à 2560, avec une pression moyenne qui est un peu plus élevée aux alentours de 1600. Voilà, donc là déjà on a la différence au niveau de la pression moyenne qui est plus élevée à droite parce qu'il y a moins de surface d'appui. Et la surface de contact, Maxime, c'est 124, je crois, à droite. À 140 à gauche, donc c'est en centimètres, hein, et 124 à droite. Okay. Donc tu as beaucoup plus de surface de contact à gauche. Voilà, exactement. Donc il y a une surface de contact qui est augmentée à gauche, donc forcément on diminue la pression moyenne. Et c'est pour ça que quand on regarde l'image ensuite rouge de droite, on voit qu'on a 2 zones à risque sur le pied droit, une seule au niveau du pied gauche. C'est le même patient. En fait, il y a une différence des appuis parce que comme ça prend le temps au niveau du contact, on n'allume pas la bande externe, mais c'est exactement le même patient. Donc on voit bien le lien là-dessus entre la surface et la pression. Là, l'idée, c'est vraiment pour comprendre, c'est vraiment de travailler sur de la prévention. Il n'y a pas encore en soi forcément de mal perforant plantaire, mais tu arrives à analyser et à prévenir qu'il y a un risque de mal perforant justement sur ces zones à risque en l'expliquant aux patients. Non, exactement. Et aujourd'hui, pourquoi on a des pods qui sont remboursés, les soins diabétiques, c'est essentiellement pour la prévention et pour éviter que derrière ils s'ouvrent et qu'ils finissent en milieu hospitalier ou avec des amputations. Donc ça rentre clairement dans notre rôle de prévention et c'est intéressant. Alors sur un patient, on va le voir après quand je vais parler du cas clinique, sur un patient qui est déjà ouvert, ça peut être intéressant de voir s'il n'a pas d'autres appuis à risque et du coup éviter que, en plus d'avoir un mal perforant plantaire, qu'il se retrouve avec un deuxième parce que il y a toujours des problèmes d'appui. Donc voilà, ça peut quand même être mis en place dans les 2 cas, mais une fois, c'est vrai que quand un pied a un mal perforant plantaire, on sait forcément qu'à l'endroit où il y a un mal perforant plantaire, il y a un souci d'appui, mais le but c'est d'éviter d'en arriver là. Voilà, donc il y a également un élément qui est important, c'est le capiton plantaire. Donc le capiton plantaire, c'est ce tissu graisseux qu'on a sous le pied, qui n'est pas problématique que chez le diabétique, mais qui va avoir un rôle important. C'est un amorti naturel. Donc en fait, voilà, c'est un tissu qui est sous-cutané, qui est cloisonné en nid d'abeille. Donc ces cloisons, c'est ce qui est retrouvé dans les problèmes de talonnade, hein, notamment quand on a un impact important sur le talon. Donc c'est les ruptures des cloisons du capiton plantaire. Donc l'épaisseur de ce capiton plantaire, sous les talons, c'est 2 cm, sous l'avant-pied, c'est 1 cm. C'est une moyenne. Et la dureté short, on est entre 10 et 15, la dureté short A. Donc, pourquoi il y a une variabilité? Parce que c'est du tissu humain et donc c'est pour ça que ce n'est pas vraiment une valeur très précise. Donc, c'est important de connaître à peu près la dureté short de ce capiton parce que derrière, quand on a un patient qui a un pied ouvert ou qui est fermé mais qu'on veut protéger, s'il y a un problème de capiton plantaire, c'est important d'apporter quelque chose qui va être équivalent à ce capiton normal. Et donc, c'est quelque chose, le capiton plantaire, qui diminue naturellement avec l'âge. Les corticoïdes
également le font diminuer et tout simplement l'inutilisation. Donc, un patient qui va être peu actif ou alors qui va utiliser des chaussures très molles type Skechers avec les mémoires de forme et compagnie, ça va limiter la stimulation du capiton plantaire, donc ça va participer à une atrophie progressive. On a également des fuites du capiton plantaire, donc sur une déformation d'avant-pied. Peut-être que le capiton plantaire va être satisfaisant partout, mais sauf sous cette deuxième tête métatarsienne qui plonge. Donc voilà, il faut vraiment le palper pour voir un petit peu comment la texture qu'il a et puis comment il est localisé. On peut passer. Voilà, donc au niveau des principes d'appareillage d'une manière globale, donc c'est pareil, c'est pour ça que je fais un point un petit peu plus large au début parce que c'est pareil, c'est pas il faut faire ça à chaque fois, c'est plus il faut essayer de réfléchir déjà d'une manière différente entre un pied qui est ouvert et un pied qui est fermé et puis s'adapter en fonction du type de lésion et du type de localisation. Donc, quand un patient présente une plaie au niveau de son pied, donc quand son pied est ouvert, donc la priorité, bien sûr, c'est de refermer cette plaie. Alors, dans le meilleur des mondes, il faut décharger la plaie. Moi, quand j'étais en stage en diabéto à Bordeaux, c'est pas compliqué. À l'hôpital, au l'évêque, il nous disait tous les patients qui sont ouverts, vous nous les adressez, on les hospitalise pour être sûr qu'ils marchent pas, et comme ça va se refermer. Dans la pratique, on sait que c'est un petit peu compliqué. Tous nos patients ne veulent pas forcément aller à l'hôpital pour une plaie qui est sous son pied. Ils prennent pas toujours conscience de la gravité parce que pour eux, ça fait pas mal. Ouais, ok, c'est moche, mais finalement, c'est sous le pied, donc ça les gêne pas tant que ça. Et du coup, c'est pour ça que des fois, la décharge va se faire par le biais soit de chaussures thérapeutiques, style chaussures de baroque, ou alors tout simplement par une paire d'orthèses plantaires. Mais voilà, il faut se dire que c'est pas l'outil qui est absolument clé dans le fait de refermer un pied du patient. L'orthèse plantaire a un gros rôle préventif, mais c'est vrai qu'un pied qui est ouvert, l'idéal c'est d'avoir une décharge encore un peu plus importante qu'une orthèse plantaire. Donc voilà, décharger la plaie, donc en reportant les appuis, en amortissant l'appui sous la plaie, et il faut également essayer d'augmenter au maximum la surface portante, d'où l'intérêt de faire un examen clinique complet qui va montrer les troubles de la statique, de la dynamique du pied du patient, et voir comment augmenter ça. Et ensuite, voilà, au niveau des amortis, sur une plaie qui est ouverte, il faut absolument se rapprocher du capiton plantaire pour favoriser vraiment une cicatrisation. Alors, j'en reparlerai un petit peu après des amortis, mais c'est pareil, les amortis qui sont souples, entre 10 et 15 shorts, souvent, c'est des amortis qui vont se tasser assez vite, qui vont s'user vite. Donc, il ne faut pas hésiter à les remplacer, à contrôler ce patient de manière assez régulière. Et dès qu'on voit qu'il a perdu ses capacités amortissantes, on le décolle et on remet un amorti, soit le même, soit un autre. Mais il faut vraiment qu'il garde cette caractéristique amortissante. Et donc, quand un pied est fermé, donc il faut identifier les zones à risque. Ce qu'on disait tout à l'heure avec les outils prédictifs sont très pratiques, mais si on n'en a pas, bon, bah déjà visuellement, on voit quand une peau est épaissie ou quand il y a un durillon, on sait que c'est une zone problématique. À la palpation, enfin, même si on n'a pas d'outils numériques, on peut très bien détecter quand même certaines zones qui vont être problématiques. Donc pareil, augmenter la surface portante également pour toujours pareil, lisser au mieux et mieux diffuser les pressions et protéger ces zones qui vont être problématiques au niveau d'un risque d'ouverture potentielle. Dorian, est-ce qu'il y a un protocole au niveau timing, notamment toi, pour contrôler les amortis? Par exemple, c'est tous les 3 mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois? C'est un petit peu en fonction des patients. En général, sur un patient lambda, je fais des contrôles au bout de 3 mois. Sur le diabétique, je les fais avant. Des fois, ça va être 1 mois. Des fois, ça va être 2 mois. Mais, et puis, si le patient me dit un doute ou quoi que ce soit, ou l'infirmière, souvent, c'est des prises en charge pluridisciplinaires dans le pied diabétique. Je le revois, mais ouais, c'est difficile, quoi. On a des patients qui sont très consciencieux. Celui qui n'a pas de surpoids particulier, on sait que l'amorti va peut-être durer un petit peu plus. À côté de ça, des fois, un patient d'hygiène un petit peu douteuse ou quoi que ce soit, déjà rien que pour contrôler la propreté de la semelle, c'est un patient que je vais vouloir voir un tout petit peu plus tôt pour voir comment évolue son pied, comment évolue sa semelle également. Ok. Et juste pour détecter le mal perforant, est-ce qu'il y a un protocole de conseil aussi donné aux patients pour qu'ils vérifient tout simplement ses pieds, sa voûte plantaire régulièrement? Ouais, c'est l'éducation thérapeutique. Ça dépend des régions. Moi, à Châteauroux, l'éducation thérapeutique, il n'y en a quasiment pas. Quand à Bordeaux, justement, il y en avait, ça marchait très bien. Normalement, voilà, les patients, ils doivent inspecter leurs pieds. S'ils ont des infirmières qui viennent, elles doivent également inspecter leurs pieds. Ça se fait
S'ils n'arrivent pas à voir sous leurs pieds avec un miroir, il y a des techniques. Bien sécher les pieds, ne pas marcher pieds nus. Voilà, il y a vraiment tout plein de conseils à donner qu'il faut faire, hein, quoi. Clairement, il ne faut pas hésiter à leur répéter des choses qu'ils ont déjà entendues parce qu'au bout d'un moment, peut-être que ça va finir par rentrer. Pareil, passer toujours la main dans sa chaussure avant de passer le pied. Et ça, c'est pas une fois que le patient est neuropathique qu'il faut lui apprendre. C'est avant parce que c'est un réflexe qu'il faut qu'il prenne pour que le jour où il développe une neuropathie, s'il en développe une, qu'il soit déjà prêt et que ces mécanismes-là soient ancrés. Parce qu'un patient, une fois qu'il est neuropathique, le risque, il est immédiat. Et donc, s'il oublie un peu souvent de mettre des chaussettes, par exemple, ou de vérifier qu'il n'y ait pas de corps étranger dans sa chaussure, ben, un jour ou l'autre, ça posera des problèmes. Ok, très clair. Voilà, donc au niveau de la prise en charge, comme je disais, elle est pluridisciplinaire et polyfactorielle. Donc l'éducation thérapeutique, donc justement on en parlait, qui doit être faite par tous, quoi. C'est pas le podologue, c'est l'infirmier, c'est le médecin, c'est l'endocrinologue. C'est vraiment tout le monde qui doit tenir un discours commun sur il y a le pied diabétique, mais il y a équilibré, le diabète, donc un petit peu de nutrition, tout ce genre de choses. Voilà, moi, souvent, je dis à mes patients, il ne faut pas s'interdire de manger un éclair au chocolat s'ils aiment un éclair au chocolat, mais ce jour-là, ils ne vont pas manger de pâtes ou de riz, ils vont limiter l'apport glucidique pour respecter un certain équilibre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Un pied, quand il est ouvert, une plaie qui est sucrée sur une glycémie qui n'est pas équilibrée, on sait que ça va se refermer beaucoup plus lentement et puis qu'il y a un risque infectieux qui est plus important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et ouais, quoi, c'est en dernier point, je parle d'étudier le chaussage et l'absence de chaussage. C'est que des patients qui ne mettent pas de chaussures à la maison, c'est assez fréquent. Et chez un diabétique qui a un parquet, qui a un petit bout de verre qui va être cassé par terre ou quoi que ce soit, ça peut vraiment être assez dramatique. Donc voilà, prendre en charge l'équilibre du diabète. Donc ça, les mesures glycémiques et compagnie, c'est pas nous qui allons les faire, mais voilà, savoir donner quelqu'un qui va nous dire non, il est déséquilibré mon diabète, mais pourtant je mange bien. C'est souvent tous ce qu'ils nous disent. Quand on creuse un petit peu, souvent on se rend compte qu'il y a des choses, c'est pas de leur faute parce qu'ils sont pas forcément, ils n'ont pas été informés là-dessus, ou alors ils l'ont zappé tout simplement. Mais il y en a pour certains qui se disent le diabète c'est que du sucre, donc je mange pas de pâtisserie ou je mange pas de bonbons, mais pourtant je mange des pâtes, je mange du pain, je mange du riz, et tout ça c'est également du sucre qui va arriver dans l'organisme. Les bons gestes, voilà, et donc ceux à éviter, donc c'est ce que je disais, passer la main dans sa chaussure, avoir des chaussures adaptées, bien se sécher les pieds, éviter ensuite se sécher le pied au sèche-cheveux parce qu'on a du mal à atteindre ses pieds chez un diabétique, ça peut vraiment créer des problèmes, hein, ils vont pas sentir une chaleur excessive et donc ils peuvent se brûler. Voilà, c'est tout ce genre de conseils. Ensuite, traiter les troubles trophiques et les hyperkératoses. Donc ça, ben oui, c'est du bon sens, quoi. Un patient qui a un durillon, qui a un corps, il faut le prendre en charge pour éviter que derrière, ça s'aggrave, ça fistulise ou que ça crée un mal perforant. Et les troubles trophiques, ça va être la sécheresse cutanée par une crème hydratante, mais également une mycose. Les diabétiques sont plus sujets aux mycoses, qu'elles soient inguelles ou épidermiques. Donc, bien regarder entre les orteils des patients s'il n'y a pas toujours un petit intertrigo qui est en train d'apparaître. Voilà. Ensuite, quand il y a une plaie diabétique, le rôle de l'infirmière, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est elle qui vient voir les patients de manière régulière. Donc, il ne faut pas hésiter, quand on voit un patient, des fois, à faire un petit compte rendu, à dire voilà ce que j'ai vu, mon avis aussi là-dessus. Après, les protocoles pansement, quand ils ne sont pas adaptés, ou c'est toujours difficile parce que c'est le médecin qui l'a mis en place. Le patient que je vais vous présenter après, c'est un patient, par exemple, qui avait une plaie diabétique, un mal perforant qui traînait. Et au niveau de la technique de pansement, donc le pansement était refait tous les jours. Il y avait un antiseptique qui était mis tous les jours. On sait que c'est des choses qui, en général, on fait des pansements tous les 2 à 3 jours parce que chaque renouvellement de pansement retarde la cicatrisation. Et de même, les antiseptiques, on sait qu'ils ne sont pas conseillés sur la plaie diabétique. C'est plutôt du lavage soit au sérum physiologique, soit avec une eau savonneuse. Mais l'antiseptique, pareil, peuvent retarder la cicatrisation. Et dans étudier le chaussage, c'est vérifier que la chaussure, bien sûr, soit adaptée à la forme du pied du patient.
qui puisse l'enfiler facilement, mais aussi vérifier l'usure. Quand on a des doublures à l'intérieur qui sont usées, ça fait des petites bouloches ou des choses comme ça. Derrière, c'est un risque forcément de créer une plaie. Donc voilà, il faut vraiment étudier l'ensemble de ce que présente le patient. Voilà, donc ensuite, je commence à vous parler de mon cas. Donc, c'était un patient qui présentait une lésion au niveau de la première tête métatarsienne, un mal perforant qui traînait depuis plus d'un mois. Donc, les infirmières venaient quotidiennement. Donc, c'est un patient qui présente une neuropathie, qui a un diabète de type 2 depuis 15 ans, mal équilibré et mal éduqué, quand j'entends thérapeutiquement, qui n'a pas les bonnes informations et qui est difficile, qui ne veut pas trop écouter finalement ce qu'on lui dit. Il ne comprend pas les enjeux de sa plaie, clairement, il ne comprend pas le fait que son mal perforant, derrière, c'est un risque d'amputation du premier rayon peut-être, mais également au-delà. Et lui, il veut surtout pas limiter sa marche, il a pas mal, donc il veut vivre normalement. Et ça aussi, je pense que en dehors du protocole pansement qui n'était pas forcément très adapté, je pense que sa mauvaise compréhension des enjeux au niveau de sa plaie, c'est quelque chose derrière qui participe clairement à son retard de cicatrisation. Et donc, globalement, c'était un patient qui avait des pieds valvulostatiques, bilatéraux, majorés au niveau du côté gauche, en surpoids, une sécheresse cutanée, donc la neuropathie. Il n'y avait pas d'artériopathie et peu de déformation également au niveau des pieds, pas de griffe d'orteil particulière ou quoi que ce soit. Voilà, au niveau des empreintes podométriques, donc voilà ce qu'on avait. Un pied gauche nettement plus affaissé, on le voit bien avec les prises de contact sous la talonaviculaire au niveau du côté gauche, un petit peu mieux au niveau du côté droit, et surtout un indice MM qui flash en rouge au niveau du pied gauche, on est à 2,48 je crois, quand au niveau du pied droit, on est à, j'arrive pas à lire, c'est un petit peu petit, 1,62 non? 1,62, ouais. Ouais, 1,62. Alors, pour en avoir parlé justement avec mes 10 capteurs, ils me disent ça s'allume à partir de 2, mais il faut garder à l'esprit que si le patient il a 1,8 ou 1,9, il est quand même à haut risque d'ouverture. Donc voilà, bon là, 2,48, il est nettement au-delà. Et quand on regarde sur l'image d'après, je crois que voilà. Donc, au niveau des zones de pression à risque, donc les zones qui s'allument en jaune, on voit qu'au final, sa première tête métatarsienne ne s'allume pas au niveau du pied gauche, probablement parce que, déjà, il y avait un pansement, et puis probablement parce que même s'il a pas mal, inconsciemment, il doit essayer de décharger un petit peu cette zone-là. Par contre, on voit qu'on a la pulpe de l'hallux qui s'allume. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir venir prendre en compte pour éviter qu'en plus d'avoir un mal perforant sous la première tête métatarsienne, il nous en fasse un deuxième au niveau de la pulpe de son orteil. On va passer sur la diapo d'après, s'il te plaît, Maxime. Voilà, donc au niveau du traitement, donc je vous montre uniquement la semelle sur le pied gauche qui a été faite. Donc, je suis parti sur une semelle du coup en impression 3D. Donc, j'ai fait un jeu d'antérocapitaux que j'ai remodifié. La partie que j'ai hachurée en rouge, en fait, c'est une partie que je suis venu redécouper, quoi. J'ai pas coupé, j'ai poncé pour dégager vraiment bien cette zone au niveau du mal perforant plantaire parce que c'était un petit peu large en fait. Quand on joue, quand on met le premier rayon à 0, le deuxième rayon, ça nous fait une largeur un petit peu trop importante. Si on réduit cette zone-là, ça nous crée des marches. Donc, j'ai préféré faire une bonne courbure au niveau de l'avant-pied et puis derrière retravailler pour élargir cette zone de décharge. Le but, c'était vraiment donc de diminuer la pression sous la première tête et de reporter les pressions au niveau des autres têtes métatarsiennes qui ne sont pas problématiques. Donc, au niveau de cette épaisseur des antérocapitaux, j'ai mis 2,2 mm. On était sur une base en 2 mm pour vraiment créer quand même une zone de matière. Le but, ça a été de contrôler sa pronation au maximum. La pronation du pied favorise une surcharge de la colonne interne. Donc, c'est pour ça que j'ai mis quand même du 6 sur toute la partie interne, du 5 au niveau du médio-pied pour vraiment éviter un mécanisme de torsion et contenir son pied au maximum. Il y a des BRC de 4,5 mm, toujours pareil pour créer une décharge au niveau de cet avant-pied. Donc, ensuite, j'ai ajouté un amorti. J'ai mis un amorti avec une dureté de 10 pendant 2 mois. C'était l'Experten 220, donc c'est pas, on s'en fiche du nom commercial, mais c'est plutôt si quelqu'un veut savoir ce que c'est. Je sais que je m'en serais pas souvenu, donc c'est pour ça que je l'ai noté là, avec une épaisseur de 3,5 mm. Donc au bout de 2 mois, quand j'ai revu le patient, sa plaie était en bonne voie, elle était toujours ouverte par contre, et l'amorti était était vraiment impacté. Donc j'ai changé de type d'amorti, j'ai mis un amorti avec une dureté short de 15, c'était le Poran Diabète.
qui a une épaisseur de 2,5 mm. Et également, je l'ai revu au bout de 2 mois. Il a été refermé en fait 1 mois après. Donc, en gros, ça a duré, à partir du moment où je l'ai vu, ça a duré 3 mois. Et ensuite, une fois que je l'ai revu, j'ai remodifié l'amorti pour mettre quelque chose qui va être plus durable dans le temps. Donc, on est toujours sur une T-Shore de 10. C'est les Sporten. En fait, c'est ces matériaux, le néoprène, là, comme les combinaisons de plongée, qui est recouvert d'une petite couche de tissu. Donc, moi, je le mets la couche de tissu, je la mets au contact du sol finalement, et l'amorti sous le revêtement. Pour créer un amorti, c'est des amortis, même si la dureté Shore est équivalente au premier, en fait, qui ont des rémanences beaucoup plus élevées. Ils ont une densité nettement supérieure. Donc, quand on essaie de les compresser, même si ici le 10, c'est quand même un petit peu plus ferme, et le but, c'était d'avoir quelque chose de durable dans le temps pour le protéger. Alors, cet amorti, je l'ai mis sur l'ensemble du premier rayon, première tête métatarsienne, mais je l'ai prolongé vraiment comme un sous-capital qui vient se prolonger sous la pulpe de la luxe pour vraiment protéger tout cet ensemble qui était problématique. Et ensuite… Juste Dorian, le 2,5, 3,5, c'est l'épaisseur? Ouais, c'est okay. Ça. Et du coup, le Sporten, le troisième, c'était en 3 mm, vraiment de manière localisée. Et en recouvrement, donc je lui ai mis le VA bleu, le sport. Voilà, au niveau du recouvrement, il fallait que ce soit quelque chose d'hygiénique, de facile à nettoyer, parce que c'était un patient voilà, qui déjà de base, l'hygiène était un petit peu limite. Donc, sur un pied qui est ouvert, ça c'est vraiment, il faut qu'il puisse vraiment nettoyer. Donc, moi je leur dis, les semelles sur ces matériaux-là, vous pouvez les nettoyer avec de l'alcool ménager comme pour nettoyer les vitres, les surfaces. Il n'y a aucun problème, c'est un bon désinfectant et ça gère bien également les odeurs. Et ensuite, je veux que le matériau, le recouvrement, puisse retranscrire l'efficacité, l'action de mon amorti. Donc, c'est-à-dire que mettre un simili-cuir, par exemple, là-dessus, qui est un matériau qui va être peu élastique, qui ne va pas être souple, ça va casser un petit peu cette action amortissante. Donc, il faut rester, voilà, on a au niveau des duretés Shore, mettre un revêtement de 10 ou de 15, c'est vraiment des revêtements très, très fragiles. Je n'irai pas jusque-là, mais voilà, on est sur un revêtement, je crois qu'il a une 30 à peu près de dureté Shore, et donc ça permet d'avoir quand même quelque chose de très souple. Et pareil au niveau de la colle, faut faire attention. Alors, les colles néoprène, il n'y a pas de souci parce que c'est élastique, mais c'est plutôt au niveau des nitos, des adhésifs double face. Le nito, le blanc, celui qui, en fait, c'est une couche de papier qui est encollée. Donc, le papier, c'est quelque chose qui n'est pas élastique. Donc, c'est pareil, on va perdre un petit peu au niveau de la caractéristique amortissante de l'élément souple. Donc, il vaut mieux favoriser dans ce cas-là sur les adhésifs double face, le nito, le marron, qui est uniquement de la colle. Et donc, on va vraiment avoir la même action mécanique que la colle néoprène, tout simplement. Ok, juste la zone à 7. Ouais. Du coup, que tu mets, c'est par rapport quand on voit ici. J'avais dû analyser quelque chose sur sa dynamique, je pense. Okay. J'ai pas mis tout l'examen complet, là, je l'ai pas repris non plus de tête, mais si j'ai mis ça, je pense pas que ce soit par rapport aux appuis. À mon avis, il devait y avoir quelque chose dans son attitude au niveau de la dynamique. Donc, c'était peut-être des fois sur les pieds neuropathiques, on retrouve en fait des attitudes varisantes, probablement liées à la neuropathie. Et donc, c'était peut-être, je pense, à mon avis, c'était pour contrer ce mécanisme-là, mais surtout pas mettre. Si on voit un patient qui part un petit peu en varus, qui a un mal perforant du premier rayon, surtout pas mettre de coin externe ou alors d'angulation dans la semelle parce qu'on va charger encore plus une zone qui est problématique. Donc voilà, là c'est juste un élément de rappel, mais il n'y a pas d'action de déviation au niveau du pied. Ok. Et je crois que la dernière image, c'est la photo. Voilà, donc ça, c'est pour dire à quel point c'est important de vérifier les pieds du patient. Ça, c'est des strass, là, des petits diamants. C'est pas des vrais, hein, malheureusement, c'est du plastique, qui ont été plantés sous les pieds du patient. Donc ça, c'est un patient diabétique, grade 2, mal équilibré, qui est une infirmière qui vient tous les jours pour lui enfiler les chaussettes de contention et normalement pour mettre de la crème hydratante, mais elle ne lui met jamais. Et moi, j'avais déjà dit, il faut que ces patients, ces pieds soient vus au moins toutes les semaines par l'infirmière. Et la preuve qu'elle ne les regarde jamais, c'est qu'on voyait bien que c'était les petits cristaux là étaient vraiment incrustés dans la peau, donc ça faisait un moment que c'était là. Donc finalement, son rendez-vous, il est tombé à pic parce que moi, quand je l'ai vu avec ça, je le vois tous les 3 mois pour faire son soin habituel, j'ai retiré les cristaux, il n'y avait aucune plaie dessous. Enfin, j'ai quand même imprimé la photo pour que l'infirmière prenne bien conscience et maintenant, elle se met à lui regarder les pieds. Mais c'est vraiment pour vous dire à quel point l'éducation thérapeutique est importante.
auprès des patients, également auprès des soignants qui interviennent auprès des patients, qui des fois expédient un petit peu vite les soins qui sont faits et qui sont apportés à ces patients qui sont vraiment à haut risque. Parce que lui, ça là, quand je lui ai montré la photo, il était hyper surpris parce que il sentait rien du tout. Et même au début, quand je lui ai dit, mais vous avez des trucs incrustés sous les pieds, je savais pas trop ce que c'était au début. Quand je les ai retirés, il me croyait même pas. Et quand je lui ai montré, d'une part, ce que j'ai sorti et puis la photo, bah là, il a vraiment pris conscience du risque et des enjeux de ses pieds. Heureusement, ce patient-là, pour l'instant, il n'a pas eu de malperforance plantaire. Et une fois, on a eu une alerte, quand même, une plaie qui commençait. Bon, il est vu à l'hôpital, je crois, tous les 3 mois aussi. Et donc, ça avait été bien pris en charge. Mais ouais, il faut vraiment faire gaffe à ces patients-là qui sont à haut risque. Voilà. Ok. J'avais juste une autre question. Imaginons qu'on a un MPP qui est situé plutôt au niveau talonnier. Ouais. Du coup, tu dirais aussi la partie évidement dans l'application. Et est-ce que parfois tu peux avoir Est-ce qu'on est systématiquement obligé de faire un évidement à partir du moment où on a un mal perforant, ou on peut arriver à dévier des lignes de charge pour éviter l'appui sans forcément créer réellement un évidement au niveau de la semelle? On peut, d'une manière générale, c'est vraiment la décharge. Et dans l'idéal, c'est même pas la décharge par semelle, c'est la décharge complète avec des chaussures spécifiques. Un mal perforant au niveau du talon, vraiment sous le talon. Donc, pour que l'évidement de la semelle fonctionne, il faudrait qu'on ait la chance d'avoir l'évidement qui tombe pile poil au bon endroit. Je pense que Maxime a un souci. Mais du coup, ouais, l'idéal, ça serait qu'il ait une chaussure de décharge et qui marche pas, parce que dans tous les cas, au niveau de la marche, c'est pas comme sur un avant-pied. On attaque d'abord du talon et le patient va toujours venir créer son attaque au niveau du talon. Alors pareil, il faut compléter avec des amortis et on peut ne pas hésiter également à découper la semelle si la zone d'évidement ne tombe pas de la base blanche, ne tombe pas pile poil au bon endroit. Okay. Donc je vois que Maxime est en train de se reconnecter. Je sais pas si d'autres personnes ont des questions, peut-être. Je vois pas beaucoup de questions. Là, je sais pas si tu me revois. Effectivement, j'ai eu une petite coupure de connexion. Voilà. Je sais pas si vous m'entendez toujours. On t'entend. Tu m'entends aussi, Dorian? Apparemment, c'est bon. Moi, je te vois, je t'entends. J'ai pas l'impression qu'on ait d'autres questions. Tu m'entends bien, Dorian? Pas trop, apparemment. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous nous entendez bien pour vous les autres? Et sinon, oui, on nous entend bien. Donc, c'est peut-être Dorian qui m'entend plus. C'est pas grave. Je suppose qu'il n'y a pas d'autres questions. Je comprends. Donc, ça buguait visiblement. Donc, l'épaisseur de la semelle par rapport au chaussage, ouais, ça, il faut vraiment y faire attention. Bon, désolé, là, il y avait Dorian qui était en train d'intervenir. Je vais le remettre sur scène pour répondre à cette question. Apparemment, on a des petits problèmes de connexion. Ça s'est fait à la fin de ce webinaire. Donc, pas trop de soucis a priori. Je pense que ça a été plutôt clair. J'attends que tu reviennes sur scène. Tu avais été coupé, Dorian. Je te laisse juste répondre à la question et après, de toutes les façons, on va clôturer le webinaire. Ouais, c'était sur l'épaisseur de la semelle. Donc, ouais, il faut y faire attention, hein, quoi, clairement. Il ne faut pas décaler le problème qui est en plantaire et le créer par-dessus parce qu'on a pris trop de place dans la chaussure. Donc, tout est à étudier. Si on peut virer la semelle de propreté, il faut la virer. Si on peut conseiller des chaussures thérapeutiques, alors sans forcément partir sur de la chaussure baroque ou quoi que ce soit, mais une chaussure qui va être adaptée, vous savez, avec ces matières très élastiques, il faut également le faire. Voilà, il faut vraiment, sur le diabétique, il faut mettre en place tout ce qu'on peut mettre en place pour éviter les problèmes et faire en sorte que les pieds restent en bon état pendant longtemps. Ok, très clair. Bah, écoute, merci beaucoup Dorian pour ce cas où on étudie bien les deux parties, à mon avis, prévention et la prise en charge d'un MPP. Merci à tous pour votre participation. Bon courage. On espère qu'on va reprendre bientôt. A priori, il nous reste plus que quelques jours et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire, sûrement la semaine prochaine. Ouais. Allez, au revoir à tous. Merci. Au revoir.